Bonsoir chers téléspectateurs, chers amis fidèles d'Expression. Aujourd'hui, nous recevons Alain-Georges Banasoubek qui a écrit un roman Jusqu'à la lie. Alain-Georges Banasoubek, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux téléspectateurs? Bien, je suis Alain-Georges Banasoubek, de nationalité camerounaise. Je suis enseignant de lettres et passionné aussi de la communication. Je suis également journaliste depuis des années. C'est une passion de jeunesse que j'ai pu concilier avec le métier d'enseignant. Et puis tout ça me paraît passionnant simplement parce que j'ai eu l'amour de la langue française. Vous savez, que vous soyez enseignant de lettres, que vous fassiez la presse, c'est plus ou moins la langue qu'il faut manipuler, qu'il faut bien maîtriser. Et je me débrouille du mieux que je peux pour pouvoir concilier les deux, hein, ces deux métiers qui me passionnent. Et puis, je suis à cela, je suis devenu écrivain, on va dire par devoir, peut-être sur le tard, mais j'estime que pour avoir été élève, pour avoir été étudiant, pour avoir été enseignant, qu'est-ce qu'on a pas? On a lu tellement de poétiques, de théâtral, de romanesques. Et j'estimais qu'il fallait se frayer un petit chemin dans cette planète de Gutenberg, dans le monde de l'écriture. Et je m'essaye depuis quelques années à le faire. Maintenant, il appartient au public et surtout aux critiques littéraires que vous êtes de me dire si je m'essaye bien dans l'écriture. En tout cas, modestement, vraiment, j'essaye de faire ce que je peux, tout en sachant qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Quand on a lu plusieurs auteurs, quand on a lu plusieurs œuvres, il n'est pas évident, soi-même, souvent de se frayer un chemin dans ce monde qui n'est pas du tout aisé. Oui. Ouais, est-ce que vous avez l'impression d'avoir reçu une œuvre littéraire comme vous vouliez? Oui, en fait, il faut dire que Jusqu'à la lie, c'est un ouvrage que j'ai écrit pendant que j'exerçais encore à l'intérieur, où j'avais beaucoup de temps. Donc, j'avais du temps et puis je me suis dit, bon, je vais écrire quelque chose. Et je pense que cette œuvre me satisfait largement parce que je voulais une œuvre originale, je voulais une œuvre qui sort des sentiers battus, je voulais une œuvre qui soit à cheval entre le romanesque et le poétique. Et je pense, à mon avis, que j'ai réussi. Maintenant, je n'ai pas toujours eu le temps matériel de faire la promotion de ce roman. J'étais à Paris il y a 2 ans. Il y a plusieurs maisons d'édition en France qui veulent le rééditer. Nous sommes en pourparlers et puis je verrai dans quelle mesure. Là, le problème, c'est de voir si je peux avoir mes droits et surtout si je ne vais pas me faire duper. Donc, je suis en train de voir tout ça de près pour signer avec une maison d'édition. Sinon, il y a plusieurs maisons sur la place parisienne qui sont très intéressées et qui ont fait des très brillants résumés qui m'ont d'ailleurs ému à propos de ce roman. Alain-Georges, c'était juste une entrée. Hein. Tout à fait. Avant de continuer, parce que nous allons rentrer dans les détails, Bien sûr. Je voudrais te présenter d'abord mes compagnons. Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir. Souley Agara. Souley, bonsoir. Bonsoir, Paul. Voilà, avant de revenir à ce roman-là, après, nous allons recevoir, après, chers téléspectateurs, une artiste gabonaise, Espérance Ngaba. Et ensuite, aujourd'hui particulièrement, la chronique sera traitée de manière commune par Innocente et Souley concernant la nourriture qu'ils ont intitulée la malbouffe. Voilà, ils tapent directement dans le mille au risque de heurter vos oreilles, mais c'est la malbouffe, comme ils le disent. Voilà pour le sommaire. Alain-Georges Banasoubek, on va appeler Alain, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, on est des collègues il y a longtemps. Alain, à la lecture de ce roman, Jusqu'à la lie, on a l'impression qu'il y a eu une volonté d'afficher ta culture. On le sent à cause de l'emploi à foison de termes savants, de vocabulaire, de lexique exubérant. C'était ça ou c'est une impression je me trompe? Non, pas du tout. À mon avis, c'est une observation exacte. Cette écriture est une écriture que je voudrais une écriture en spirale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une écriture basée sur des mots pour dénoncer les mots. Et justement, lorsqu'on veut utiliser des mots, justement pour décrire les mots, MAUX, qui mine cette société, j'estimais qu'il fallait aller à la recherche du butin lexical.
Et que ce butin lexical traduisait un peu cette soif de trouver des mots, d'aller chercher loin et de dire... Il y a un peu du césarien. Vous savez, mon petit nom, quand j'étais au lycée, on m'appelait Césaire, même à l'université. Il y a un peu du Césaire dans ce que je fais. Donc, oui, c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué et qui, pour ne rien vous cacher, qui a d'ailleurs été, il faut le dire, le principal inspirateur. C'est celui qui m'a vraiment amené à aimer les lettres et à être ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand en première, je découvre Cahiers dans ton pays natal, je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas écrire en utilisant ce style surréaliste, style à la limite hermétique. Je trouvais ça à la fois beau, fascinant, mais aussi jeune que j'étais en première. Mais c'est ça qui m'a véritablement poussé à aimer la littérature. Parce que de l'écriture automatique. Cette écriture automatique. Et puis, il y a un peu de ça dans ce roman. Oui. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup de parties surréalistes. Le surréalisme comme arme de la dénonciation et arme de la révolte. Voilà. J'utilise donc ces mots pour dire... Je suis à la recherche. En fait, c'est un jeu subtil qui me permet d'explorer toutes les possibilités, d'explorer les ressources de la langue et d'aller chercher des mots pour exprimer le ressenti, mon ressenti, mes émotions personnelles. D'accord. On a l'impression d'osciller entre narration et poésie teintée d'une forte dose de lyrisme. On a même du mal à classer. C'est vrai, c'est un roman, mais parfois tu as l'impression que c'est de la poésie. Ligne après ligne, page après page, il y a cette forte teneur poétique, la douleur qui est poétisée. Nous manquons de repères, je fais un peu de poésie entre l'errance, la réalité, je joue avec des mots. En fait, j'essaye justement de montrer cet univers où rien n'est aussi beau que ça. En fait, on vit dans des sociétés où on doute, il y a des angoisses, il y a la misère au quotidien. C'est tout ça que j'essaie de traduire. Donc, ces débuts-là traduisent quoi? Traduisent une volonté de montrer une synergie entre l'intrigue et ces passages-là pour dire une et même chose. Le mal, l'existence n'est pas facile. Alors, Alain, il y a un malaise qui caractérise la société. Alain, tu sais, par rapport au roman, en général, dans la plupart des romans, nous n'apprenons rien de nouveau par rapport à l'intrigue. Tout ce que tu racontes dans ton roman, nous le vivons déjà. Tout le monde le sait. D'accord? Tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui se passe dans ce qu'on appelle les quartiers. Tout le monde sait ce qui se passe dans les villes. Tout le monde connaît la corruption par rapport aux gouvernants. Tout le monde le sait. Il n'y a rien de nouveau qu'on apprend dans ce roman-là. Les tracts politiques disent la même chose. Les opposants disent la même chose. Mais ce qui veut dire que si on doit avoir du plaisir à lire ce roman, c'est par rapport à la forme. D'accord? Le fond, c'est un secret de Polichinelle. Par rapport à la forme. Et moi, la forme... Je suis un peu mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que tu es professeur de lettres. Tu es censé maîtriser les textes. Tu es censé maîtriser le mot. Tu es censé maîtriser, n'est-ce pas, la façon de transcrire, de traduire, de partager un message. Alors, tu n'as pas besoin de t'évertuer, de te forcer à prendre des mots et à les fourguer au lecteur, pour lui montrer que tu maîtrises le vocabulaire, que tu as un lexique. Tu n'en as pas besoin. Moi, ce qui me dérange, on sait que tu es professeur de lettres. Tu n'avais pas besoin de cette surcharge de mots, de vocabulaire qui c'est trop pompeux. Et je vais reprendre un terme de Liliane Castelot qui dit que, en général, il y a beaucoup d'écrivains africains qui finissent par faire une littérature boursouflée, parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils savent. Mais tout le monde sait que tu sais, tu n'avais pas besoin de le faire. Bon, non, tout à l'heure j'ai dit... Je pense qu'il s'est expliqué. Alors, Innocente, je me suis non, mais expliqué. C'est trop chargé. Bon, je me suis expliqué. C'est trop chargé. Moi, je ne suis pas à l'aise. Je me suis expliqué tout à l'heure. Je me suis expliqué tout à l'heure sur véritablement ce que je voulais. Ce que je recherchais. Je suis d'accord que, et dans le prochain roman, ou dans les prochains romans que je vais écrire, je vais utiliser certainement, j'utiliserai un style plus épuré. Ah, ouf. Mais le premier roman, je voulais peut-être le démontrer. Mais tu n'as pas besoin de le démontrer. En fait, c'était pour moi une certaine manière. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais cela va de soi que tu maîtrises les lettres. C'est normal, c'est ton travail. C'est ton travail depuis des années. Moi, je ne doute pas
Je ne doute pas du fait que tu maîtrises la langue française. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, personne ne doit en douter. Il faut alors maintenant, c'est toi qui en doutes. Alors, tu t'évertues à montrer que tu sais. Parce que, on ne le fait pas pour... On le fait peut-être pas pour soi, mais on estime aussi que non, pas du tout. On sait aussi que pour les jeunes lecteurs, les jeunes lecteurs peuvent aussi certainement s'en inspirer pour enrichir leur lexique ou leur vocabulaire. C'était pas le projet, c'est pas le projet du roman. Hein. Le roman ne donne pas. Mais attends, je finis de parler. J'ai pas eu cette lecture. Le roman, c'est pas le projet du roman. La visée du roman, ce n'est pas de donner un lexique aux jeunes gens. Enrichir le vocabulaire. Mais en tout cas, là, il va avoir une indigestion. Hein. Non, je crois que je ne sais pas cette réaction-là. Parfois, j'ai l'impression que c'est une petite confusion entre un foisonnement de lexique et une réussite poétique. Ce roman, j'ai senti de la poésie là-dedans, ligne après ligne. Et ça, c'est une réussite. Il faut poursuivre, il faut continuer dans cette voie-là. Et la poésie ne se laisse pas appréhender au premier niveau. Il faut se donner le temps d'épouser l'esprit de l'écrivain. Et ça, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. Bon, point de vue différent. Voilà. Oui, on peut continuer. Alors, seulement, effectivement, c'est trop noir. C'est trop noir. Le tableau est trop noir. Notre société, il y a crise. Mais il y a quand même quelques lumières. Moi, ce que je trouve trop noir dans ce roman, c'est la misogynie. Ce roman est misogyne. Il n'y a pas une belle image de la femme. L'or est positif. Attends, non, moi ce qui m'intrigue... L'héroïne est vertueuse. Mais attends, je finis de parler. Peut-être que l'or est sérieuse. Même Virginie elle-même. Laissez-moi finir. Oui. Peut-être que l'or est sérieuse, mais qu'est-ce que l'on voit elle est victime de ses qualités. Je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Alors, peut-être que l'or est sérieuse, mais quand on la voit, le narrateur dit que l'or a un déhanché. C'est-à-dire que si on décrit, si on fait une peinture... Le balancement... Oui, quand on fait une peinture... poétique. Voilà, quand on fait une peinture d'une fille qu'on voit sérieuse, mais je pense qu'on doit éviter de parler de façon aussi subjective de ses attributs sexuels. Attends, parce que le fait... Il n'y a pas de confusion. Je pense que c'est M. Beina, sauf si je me trompe, qui voit l'or comme ça, non? Et les jeunes garçons du quartier et les prétendants. C'est ça. Très bien. Ce passage précisément, il y a une superposition de points de vue. Poétique est mis entre guillemets. On a l'impression que le narrateur... Le narrateur voit à travers les personnages ou ceux qui convoitaient la jeune fille. Voilà. En même temps, le narrateur reconnaît que la fille est un chef-d'œuvre de la nature. Voilà. Oui, elle était très belle. Oui. Et lui-même, il est un peu trahi parce qu'il met son poétiquement entre guillemets. Oui, mais laissez-moi finir. Ah, d'accord. Bien. Alors, je parle toujours de misogynie. Misogynie, oui. Oui, je parle toujours de misogynie. Quand on parle, chaque fois qu'il n'y a aucun homme qui est décrit physiquement et de façon sexuée. Ce sont les femmes qui sont toujours décrites. Et puis quand on parle de chatte, moi je trouve ça très vulgaire. Il y a des mots très vulgaires attribués aux femmes. Cette description-là, moi je ne la supporte pas et je ne l'assume pas en tant que femme. Je n'aurais pas voulu qu'on parle de moi. Si ce sont des personnes qui m'apprécient, aucune personne qui m'apprécie ne doit me parler de cette façon-là. Et il y a une façon de décrire les femmes, les mots qu'on utilise. On parle comme si c'était une femme, c'était un pot de miel à consommer, on prend du plaisir à l'ingurgiter. Je te dis que, attends, si tu veux que je revienne au texte, parce que là, moi j'ai trouvé que c'était trop. Bon, on va revenir à la nature humaine, hein. Vous dites que mais non, on va revenir la femme, la nature jeune féminine, la jeune féminine de manière générale dégage un charme. Et ce sont les femmes qui sont convoitées par des hommes. Et voilà, culturellement, je pense que si la femme passe de manière inaperçue, je n'ai pas fini. Alors là, il va avoir problème. Quand on parle de si vous voulez, je vais revenir, je vais chercher le texte et je reviens à la misogynie. Mais surtout quand on parle de l'avocate, elle est vilaine. Ah d'accord, quand on est intelligente, on peut pas être jolie. Les deux en même temps. Elle est vilaine et elle est avocate. Elle aurait pu être jolie, pourquoi elle n'est pas jolie? Je sens aussi de la misogynie. Non, je dis, si la nature n'a pas été gâtée sur le plan physique, mais en revanche, sur le plan intellectuel,
Mais ça, c'est misogyne. Non, mais c'est même ce qu'on a constaté. Les brillantes à l'époque à l'université, les plus brillantes, c'est pas celles qui étaient. C'est pas la misogynie, pas du tout. C'est loin d'être de la misogynie. On n'a pas fait les mêmes universités alors. Non, les plus brillantes. On n'a pas fait les mêmes universités. Non, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais démontrer que toutes mes promotions qui étaient très belles. Je vais démontrer Virginie, et Soul l'a dit, Virginie, la mère de la fille, elle est vertueuse. Elle est vertueuse. C'est une femme qui fait son petit commerce et qui a réussi à élever, toute seule, à donner une bonne éducation à sa fille. C'est un modèle à suivre. La fille elle-même est vertueuse. Elle est vertueuse. Dans un quartier populaire où on sait que c'est la précocité sexuelle, elle reste chaste. Et on donne la chance à un personnage féminin de défendre. C'est le rôle de l'avocate. Non, il y a vraiment... Moi, je crois que la femme est valorisée. Elle est valorisée. Elle est valorisée dans ce roman. L'image de la femme est positive. Toi, tu valorises la femme, mais les personnages, eux, ne font pas ça. Oui, les personnages, effectivement, les voisins, les jeunes voisins, qui regardent l'or, ils sont méchants. Peut-être que c'est de là que vient le malentendu, mais chacun donne son ressenti. Bien sûr. Vous savez, l'œuvre cesse d'appartenir à l'auteur. Exactement. Les voisins, dès lors qu'elle est publiée. Mais maintenant, on accepte tous ces regards-là. Les voisins de l'or sont méchants. Non, ils ne sont pas. Mais en fait, c'est des jeunes. Ils sont pas d'accord avec sa chasteté. C'est trop facile. Moi, je pense que c'est trop facile de mettre tout sur le dos des narrateurs ou de superposition de points de vue. Ce qui apparaît dans un roman appartient à l'auteur. Et l'auteur doit assumer ses paroles. Et quand on dit des paroles misogynes, il faut accepter qu'on a. Non, il n'y a pas de misogynie. Ah, si, moi je pense. Il n'y a pas de misogynie dans ce roman. J'ai rarement vu un roman aussi misogyne. Non. La description, quand on fait de la description. Mais est-ce qu'on dit d'une femme qu'elle est belle? Où est la misogynie? C'est pas qu'elle est belle, on ne dit pas qu'elle est belle. Hein. Ouais. Moi, Et puis, attends, je vais te donner. L'or est belle. Non, est-ce qu'on peut retenir, Innocente, que ton ressenti, c'est qu'il y a de la misogynie. Lui ne semble pas le sentir, Souley également. Non, pas du tout. On retient ça. Il appartiendra au lecteur, mais d'apprécier, parce que justement, nous, au moins, notre mérite, c'est d'avoir montré les ressentis de tout le monde et d'une femme. Tout à fait. Voilà, parce que si on continue, on ne va pas s'entendre. Je sens que vous n'allez pas vous entendre. Alors, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas continuer pour toujours rester dans cette création. Non, vous disiez que c'était trop noir. Oui, le tableau est sombre. Voilà, je disais il est sombre. Bon, il y a quelques lumières, quelques rayons qui viennent donner un peu d'espoir, un peu de joie, notamment les gestes de compassion quand Laure se retrouve dans cette situation vraiment insupportable. Tout à fait. La mère Virginie est aidée, il y a des enveloppes, le directeur, les enseignants, c'est bon, c'est pas mal. Mais le tableau est sombre. Et le procès de la justice, l'appareil judiciaire, il est désolant. Il est désolant. En fait. Puisque il devenait un ponte du système, étant député, appartenant au parti au pouvoir. Alors là... On a estimé que faire son procès, c'était en quelque sorte faire le procès du système aussi. Mais maintenant, de manière générale, ce pessimisme, à mon avis, est lié, comme je disais tout à l'heure, à la situation que nous vivons au quotidien. Oui, mais... C'est vrai qu'au quotidien, tout n'est pas aussi noir, aussi sombre. Alors. Mais j'ai voulu simplement montrer un destin, vraiment le destin tragique d'une jeune fille. Oui, ça correspond à l'actualité, ça correspond à la réalité. Le destin tragique d'une jeune fille. Oui. Mais au-delà, comme l'avait dit, il y a des personnages qui, par leur action, montrent quand même qu'il y a quand même un optimisme. Qu'en Afrique, on est des personnages vertueux, qu'on est des personnages qui incarnent. On n'est pas plus vertueux que les autres. Hein. Mais attends, je vais te dire, par exemple, ce qui se passe ici, à la page 18. Je vois, pour parler du sexe féminin, comment avait-elle pu ainsi conserver son Graal? Comme si c'était quelque chose que tout le monde doit convoiter et acquérir. Attendez, je n'ai pas fini. Hein? Alors, le cas Emagna, déroutée plus d'un. Elle conservait sa virginité comme la prunelle de ses yeux. Jamais de flirt, jamais de déjuponnage clandestine. Aucun mâle, fût-il futé, n'avait réussi à surfer sous sa jupe.
Attends. Après, dans le quartier où il vivait, les nanas répondaient très tôt à l'appel de la chair. L'univers du Kama Sutra, pour parler de son sexe, l'univers du Kama Sutra refusait du monde. Après, la libido des jeunes qui, tour à tour, à la page 19, usaient de stratagèmes pour s'offrir le nectar. Attends, comment on peut parler comme ça d'une femme? Après, on dit, les plus hardis juraient la main sur le cœur de tout faire pour s'offrir la rose. Oh. Mais il y a un lexique poétique. Non, c'est pas poétique, c'est Ce sont des métaphores, ce sont des images. Des images. Mais Ça, des images misogynes. Non. C'est comme c'est quelque chose à déguster, à acquérir. Depuis quand le nectar peut devenir l'expression de la misogynie? Je suis une femme et c'est ce que j'ai senti. Ah là, d'accord. Voilà, c'est ce que je dis là. On revient en arrière, on Là, va pas avancer. Hein, voilà. Là, d'accord. Bon, moi, j'aimerais revenir sur un des thèmes que, Mais c'est de que belles tu traites. métaphores. Hein, un des thèmes que tu traites, hein, de manière assez, comment dire, schématisée, hein, je vais dire. Moi, ça me donne des frissons dans le dos. Par exemple, vous parlez de l'école. Hein, vous dites dépravation du système scolaire. Hein, le grand mal des écoles, harcèlement, alcoolisme, usage de drogue. Et vous terminez par bilan de l'année scolaire. 2 points, je schématise, hein, toujours séropositif. Est-ce donc un mal incurable comme séropositif? On sait de quoi vous parlez. Hein? Et en même temps, on a la chair de poule de voir ça. C'est ce qui se passe dans nos écoles. Est-ce que c'est irréversible? Bon, irréversible, non. Malheureusement, vous voyez, aujourd'hui, la situation que nous vivons dans nos établissements scolaires, avec la recrudescence de la dépravation, ça c'est un fait depuis. Absolument. Et puis, aujourd'hui, avec le phénomène des violences scolaires, avec le phénomène de l'alcoolisme, des drogues, etc., ça colle un peu à la réalité. Et puis, l'expérience qu'on a vécue dans certains établissements, lorsqu'on parle des grossesses, jusqu'aujourd'hui, vous allez dans une salle de classe comme si c'était une maternité. On voit qu'au fur et à mesure, tout au long de l'année, il y en a qui accouchent, il y en a qui sont en congé, d'autres reviennent. À la fin de l'année, vous voyez des... Bon, vraiment, nous avons fait l'école à l'époque, ce n'est pas ça, il faut le dire. Mais aujourd'hui, le modernisme est dans, et puis avec, il faut le dire, les mœurs. Bon, enfin, c'est pas le modernisme. On va dire quoi? C'est pas le modernisme, on va dire quoi? On va dire simplement que c'est la perte des valeurs. Aujourd'hui, c'est la perte des valeurs. Par rapport à ce que je sais des grossesses, c'est la plupart des filles, les grossesses sont accueillies avec joie par les mamans. Parce que si, comme les enfants restent longtemps à l'école, les filles restent à l'école, le fait d'avoir une grossesse en étant élève, ça prouve qu'on n'est pas stérile. Il y en a qui disent mieux vaut faire un enfant maintenant que de vouloir en faire, parce que quand on aura fini ses études et de ne pas pouvoir. Bon, là c'est une conception, c'est une réalité culturelle. Voilà, alors voilà, c'est ça. Mais c'est pas la même explication d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, même dans le même pays. Il y a la valorisation de la maternité dans certaines sociétés. Oui. Et il y a les mutations liées au modernisme, comme tu l'as dit, qui sont liées à... Il y a la précocité sexuelle, le manque d'éducation sexuelle aussi. Voilà. Et dans la plupart des cas, parce que la pluport des jeunes filles avouent, c'était un accident. Ça dit que c'était des grossesses. Oui. Et là c'est clair que les encadreurs... Alain, tu ne parles pas des NST et des MST. Pourquoi? Parce que tu es professeur. Tu ne parles pas de ce qu'on dit, les notes sexuellement transmissibles, les moyens sexuellement transmissibles, tu n'en parles pas. Bon, c'est un grand malaise dans le système. Non, ça c'est évident. Bon, si je n'en parle pas, peut-être... C'est le professeur qui refuse de parler... Non, pas du tout. Mais quand je parle de Bihina qui désire son élève, je suis en plein dans la réalité. Il fait allusion à cela quand même. Bien sûr. Il fait allusion à cela. Et ça c'est réel. Et c'est ce que nous vivons dans les établissements. En même temps, c'est humain, c'est réel, même si c'est anti-pédagogique. Ça, il faut qu'on se le dise aussi. Oui, c'est vrai. Je veux continuer à citer les thèmes que vous avez traités et qui sont des sortes de lieux communs en Afrique. Par exemple, les saletés dans les marchés, à côté des bennes à ordures, l'insalubrité des maisons. Et vous allez jusqu'à citer ce rat sadique qui lui avait rongé la plante des pieds. J'ai eu des frissons. Et Innocent a dit tout de suite, mais c'est possible. Je dis, ça c'est de la misère noire. Vous parlez également du fétichisme, des crimes rituels. Je cite Macan Josué et Zimbra, n'est-ce pas?
Vous parlez des pratiques religieuses, on en a parlé tout à l'heure avec Souley, avec le pasteur Toukala. Et vous parlez, et là également, de l'hôpital de Milawa. Vous parlez de l'hôpital et vous symbolisez comme ça, égal, pourboire et mouroir. Oui, mais ça traduit simplement la situation de plusieurs hôpitaux publics en Afrique, où le service public est, pour ainsi dire, est dégradé, est dévalorisé, où les agents publics viennent, pour ainsi dire, au quotidien se faire de l'argent sur le dos des patients, où les gens attendent indéfiniment pour se faire recevoir, où on dirige les gens vers des cliniques, où il y a des rabatteurs, des médecins, chaque médecin a son rabatteur pour diriger les patients vers des cliniques privées, où on laisse les gens mourir, donc, bref, les deux, mouroir et pourboire. C'est la corruption. La corruption, la négligence absolue, le laxisme. Bref, je ne suis pas très loin de la réalité. Ce roman a le mérite de faire prendre conscience des tares de notre société. C'est réel. Et ça, il les dénonce très bien. Souley, ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, je n'en suis pas véritablement convaincu. Je n'en suis pas véritablement convaincu. Il y a des gens qui ont besoin d'être informés sur la question. Et d'être formés même. Moi, je pense que tout le monde le sait. C'est bien de le rappeler sous une forme, comme tu l'as dit, poétisée, dans un roman. Oui, mais ça, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui croient encore à l'angélisme de l'Afrique. Si tout est bon en Afrique, non. Parce qu'on a l'habitude de dire que c'est toujours les autres qui font mal. Tout à l'heure, Alain a dit qu'en Afrique, on est vertueux. Mais nous ne sommes pas plus vertueux que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas pires que les autres par rapport à l'Afrique. C'est l'humain qui a ses défauts, c'est l'humain qui a ses qualités. Je suis d'accord. Alors, quelles que soient les latitudes, nous avons les mêmes tares. Et heureusement, si, nous avons les mêmes tares. Il y a plus de pudeur, ou plus ce que j'appelle d'hypocrisie. Il y a plus d'hypocrisie, plus de pudeur. On va utiliser un mot qui est plus gentil, mais en général, c'est par rapport à l'ambiance sociale que ça se voit plus ou moins. Mais nous avons les mêmes défauts. Mais il y a un grand auteur qui disait que chaque homme porte en lui la forme de l'humaine condition. C'est sûr. Je crois que c'est Montaigne qui le disait. Donc, oui. C'est tout à fait vrai. Donc, qu'on puisse trouver des vertueux, des vicieux en Afrique, en Occident, ça va de soi. C'est l'être humain. C'est normal. C'est tout à fait... ça tombe, à mon avis, ça tombe sur le sens. C'est exact. Dans ce tableau d'une noirceur insupportable, on revient à cela. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que c'est en rapport avec l'afro-pessimisme? Est-ce que c'est en rapport avec l'afro-pessimisme? Oui. Rapport avec l'afro-pessimisme, mais... Ça veut dire que tu penses que l'Afrique... non, ce n'est pas un afro-fatalisme. Oui. Il y a une nuance là. Oui. Je suis dans un cénacle de prof de lettres. Vous continuez. L'afro-pessimisme, oui, mais pas l'afro-fatalisme. On pense qu'effectivement, la situation dans nos sociétés n'est pas reluisante. Au quotidien, il y a tellement de choses, tellement de mots, Souley le disait, il y a tellement de vices qu'on peut décrier. Mais il y a toujours cet espoir qu'on peut en sortir, qu'on peut sortir de cette léthargie. Comment peut-on en sortir? Mais par des personnages qui, dans le roman, déjà incarnent cet optimisme, incarnent des grandes valeurs. Le docteur Ekoga. Le docteur Ekoga qui refuse, par exemple, pour ainsi dire, de se mêler à la magouille ou à la malhonnêteté ou à la corruption de ses collègues. Il y a la vilaine avocate aussi. Il y a l'avocate aussi. La vilaine avocate. Bon, pas la vilaine, je ne sais pas pourquoi vous insistez sur la vilaine. Féministe et pugnace quand même. Voilà, féministe qui avait gagné plusieurs combats. C'est pas le trait dominant. Mais on a fait allusion à son physique, pas avantageux du tout. Et puis ça peut être d'une laideur charmante. Bien sûr. Tant mieux pour elle. Voilà. Oui, je fais ça pour dire que non, c'est pas non, elle peut être d'une laideur incarnée, vraiment c'est la laideur, mais ça charme. Donc nous espérons que l'Afrique va sortir, l'Afrique sortira de cet art. Et nous sommes tous
en tant qu'enseignant et en tant qu'écrivain, il faut espérer qu'on sorte un jour de là. Et voilà. Je pense qu'il faut décrire ce tableau-là, le montrer à tout le monde, faire prendre conscience et peut-être commencer à enclencher le changement et à déclencher par la suite. Tout à fait. Et ce changement n'est possible que quand on a une mesure exacte des problèmes. Et ça, lui, il en donne la mesure. Et peut-être trop fort, c'est vraiment insupportable, comme il le dit. Oui, mais là, dans ce roman, on a touché le fond. Ah non, là, il est temps de rebondir. Là, c'est la descente aux enfers, surtout pour la pauvre Laure. C'est terrible. Ouais. Alors, dans la dernière partie, Laure, après avoir été violée par son oncle, viol, inceste, horrible. Hein, Mobé Dimitri, recommandation sous la dictée de ce féticheur. Comment as-tu éprouvé le besoin d'un tel dénouement? Pourquoi ce dénouement? Oui, parce qu'assassiner, d'abord violer, assassiner, mutiler, la langue, les parties génitales. Il y a une surdose hein? Comme dirait l'autre, la nuit noire. Bon, vous savez, il y a quelques jours, j'expliquais un sujet de dissertation aux élèves, aux candidats au baccalauréat. Un auteur contemporain dit « Mon œuvre va résonner comme une bombe. Oui. Un autre qui dit que l'œuvre doit être comme un coup de hache. Mais la prochaine fois, la bombe et le coup de hache, il faut diriger ça ailleurs que sur des femmes. Donc, vous comprenez. Ceux qui reçoivent les coups de bombe ou la bombe, les éclats de bombe, c'est les lecteurs. Très bien. Donc, en tout cas, ailleurs. C'est tout. Non, écoutez, vous savez, il faut toucher. Si vous ne touchez pas le lecteur, à mon avis, vous passez à côté. Vous avez touché une lectrice. Il faut toucher les lecteurs et qu'ils soient touchés vraiment dans leur fibre sensible, c'est-à-dire qu'ils soient au tréfonds, qu'on ressente quelque chose. Moi, je ne suis pas touché. Pour bousculer les consciences et pour révolutionner les mentalités. Ah non, ça ne laisse pas indifférent, effectivement. Là, si c'est l'un des objectifs. C'est l'un des objectifs. Parce qu'en réalité, Laure, après avoir été violée, pouvait se remettre. Elle pouvait reprendre vie. Oui. Et j'ai dit non. Il faudrait que je montre l'autre dimension. Qu'en fait, lorsque son oncle a commis l'irréparable, son destin était déjà scellé. Oui. Et comme c'était une fille qui préservait sa virginité, il n'y avait plus de raisons même qu'elle vive. Et pour toucher le lecteur, et en même temps condamner justement cet acte odieux, cet acte ignoble. Et maintenant, j'ai choisi donc de la faire mourir à la fin. Mais vous savez, les choix d'un écrivain, bon, ne se discutent pas. Non, et puis ça fait partie Est-ce que ça donne le sens au titre de l'œuvre jusqu'à la lie? Jusqu'à la lie. Qu'est-ce qu'on voit jusqu'à la lie? C'est une série. Oui. C'est une série de malheurs. C'est non seulement l'héroïne. Et c'est les prédateurs qui boivent la jusqu'à la lie. Bien sûr. Non seulement l'héroïne. Ah non. L'un sera l'héroïne, mais le peuple même. Le peuple est victime. Le peuple aussi est victime. Les débuts, quand vous lisez les débuts, justement les débuts de romans, ça rejoint le titre. C'est un peuple qui est spolié, c'est un peuple qui est privé de liberté, c'est un peuple qui est martyrisé, c'est un peuple dans la déroute, c'est un peuple qui vit dans le malaise. Un malaise à la fois spirituel et existentiel. Le malaise, il est omniprésent. Il est omniprésent. C'est tout ce que j'ai voulu suggérer. Et lui-même, le prédateur, lui-même, il boit le calice. Ouais. Puisqu'à la fin, il meurt. En réalité, il meurt. Quand je mets point de suspension, vous l'avez bien décrit tout à l'heure. Son état, il est dans un état comateux. Ah non, s'il ne mourait pas, c'est là où j'allais réagir. Mais justement... Ça allait être une fin gênante. Oui. Mais le fait que justement le procès de Dimitri se termine par un non-lieu, c'est un non-lieu. Et donc il échappe à la justice des hommes. Mais quand même, il devient, comme tu le dis, comme on en a parlé, grabataire, impotent, paralysé. Il est puni par Dieu. Est-ce que tu n'es pas un peu Dieu si tu ne prends pas la place de Dieu là? Parce qu'il a échappé et toi tu veux le punir. Bon, il sera difficile de le dire. Bon, en fait, à la place de Dieu. Non, bon, peut-être. C'est une question d'appréciation. Mais moi, j'estime que c'est la punition qui devrait lui être infligée. Oui. Et il faut quand même une petite note d'espoir. Parce que là, on déplore le fait que le tableau soit trop noir
Ben, il fallait qu'il nous donne un peu une possibilité de pousser un ouf de soulagement. Et le tableau là est trop noir. L'or, qu'est-ce que l'or a fait? Son tort, c'est d'être belle et intelligente. Et là, à la fin, là, le non-lieu, c'est un très bon procès de l'appareil judiciaire, de nos appareils judiciaires. Je répète, un très bon procès de la part du narrateur. Bien sûr. De nos appareils judiciaires. Ça ne vaut rien. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une justice aux ordres. Une justice aux ordres, une justice qui prône les antivaleurs. Pour terminer, sauf si tu as une question. Les minotaures qui dévorent son peuple. Moi, après, tu m'as... Est-ce qu'on peut savoir de qui il s'agit? C'est vrai que c'est un roman qui reste impersonnel. Il y a trop de Est-ce qu'on peut placer dans une aire géographique précise ou ce grand minotaure qui dévore? C'est vraiment imagé. Vous pouvez vous-même imaginer d'accord. De qui il s'agit. Ils sont partout. Ouais. Mais moi, la note, trop loin, ce que je ressens là, et comme je le dis, j'ai des frissons dans le dos, parce que j'ai l'impression que finalement, dans ce roman-là, le seul salut, c'est la mort. Le seul salut, c'est la mort. Tout le monde finit quasiment par mourir ou par être paralysé ou à avoir... Voilà, les personnages, etc. C'est la mort. Est-ce qu'en Afrique, c'est la mort, finalement, la seule délivrance? Qu'est-ce que les Africains attendent? Sommes-nous habitués, sommes-nous lobotomisés pour ne pas réagir, pour subir? Ou alors, quand ça va mal, on va dans les églises en espérant une attente, une action? Bon. À quand ce voyage jusqu'au bout de la nuit, pour ne pas citer Céline? Céline. Bon, la mort, comme vous-même vous savez que quand on parle de la mort à travers les nombreuses conceptions, il y a également cette dimension il y a la libération parmi les conceptions de la mort. On estime que quelquefois la vie n'est qu'une vallée de larmes et qu'il faut rapidement quitter cette vallée et puis il vaut mieux quelquefois aller trouver le repos éternel. Donc ça peut être une interprétation. Mais Alain, pour les prédateurs, est-ce que ça ne signifie pas que la mort, c'est même une chance? Parce que si tout ce monde-là était immortel, que serait le monde? Donc finalement, la mort, c'est quelquefois même une délivrance. Heureusement que tout le monde est mortel. Alors, tout le monde est mortel, bien sûr. Les prédateurs seraient là. La mort est une fin. La mort est une fin, est une finalité. À t'entendre parler, ce n'est plus l'afro-pessimisme, c'est l'afro-fatalisme, puisqu'il faut mourir. C'est le fatum. Mais oui. Non, ce n'est pas le fatum. Mais la mort, c'est la délivrance. Non, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est un point de vue personnel qu'il émet. Oui, mais la mort est inscrite dans la réalité humaine. D'accord. On va laisser Innocente. On va laisser Innocente. Alors, j'avais une petite inquiétude par rapport au roman. Si ce roman doit être proposé en modèle ou en source de travail, de recherche à des apprenants, il y a des problèmes à régler. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. C'est facile de dire que c'est l'éditeur, c'est facile de dire qu'il y a eu des problèmes, mais c'est inadmissible. C'est par rapport à ce que tu as dit en premier. Il faut relire. Il faudra relire et refaire ce travail-là. Et en plus, il y a aussi, c'est pas seulement des fautes d'orthographe, mais il y a aussi des fautes de vocabulaire, de syntaxe. Des termes mal utilisés. Moi, je pense que je veux bien que ce soit proposé parce que ce serait bien. Mais là, il faudra relire. D'accord. Déjà, pour l'orthographe, le texte, l'éditeur l'a manipulé. Parce que l'éditeur l'a manipulé. Il n'a pas le droit. Bon, donc, pour donner ce résultat, il n'a pas le droit. Oui, c'est-à-dire il y a des passages, vraiment, je ne le retrouve pas du tout. Le texte a été manipulé. Et naturellement, c'est le premier jet. Juste dès à présent, je vais tenir compte de vos remarques, de vos suggestions. Et on va davantage travailler pour la prochaine édition. On va travailler en sorte que vraiment, pour gommer toutes ces imperfections. Oui, ça n'altère pas la qualité de cette... Là, il y a un travail original, sincèrement. Quand la narration se fait poétique, il faut saluer le travail. Ça,
malgré quelques imperfections, on va... Et qu'on verra en off, des propositions. Oui, des propositions. Tout à fait. Chers téléspectateurs, on termine avec notre ami, collègue, frère Alain-Georges Banasoubek sur cette note d'envolée lyrique de Soulé, etc. Admiratif devant cette œuvre-là. C'est vrai qu'il porte une forme d'originalité. Merci Alain-Georges Banasoubek, vous qui avez en ce moment pas mal de travail à faire et ils savent de quoi je parle. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir sur notre plateau. Mais c'est vous que je remercie. Ça a été très convivial. Il faut le garder quelques minutes pour... ça a été très convivial. Oui, c'est vrai. Donc, chers téléspectateurs, vous le voyez, c'est Alain, c'est notre frère, ami, il est là, c'est un littéraire. Nous allons passer à l'avant-dernière partie, chronique de Innocente et de Soulé. Et cette fois-ci, l'originalité, et aujourd'hui on est dans l'originalité, l'originalité c'est que Soulé et Innocente vont présenter le même thème, la malbouffe. Ingratitude is amabe. Ingratitude yondoki. Ingratitude is amabe. Ingratitude yondoki. Bernard Hazi, on dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Deuxième partie de notre émission, nous recevons, comme annoncé, Espérance Gaba, artiste gabonaise. Et vous devinez par les clips que nous avons ensemble suivis. Espérance Gaba, merci d'être sur ce plateau. Merci. Avec mes compagnons, Innocente Courant, qui est là, et Soulé Agara. Voilà, on te laisse avec Innocente. Espérance Gaba, vous êtes très connu au Gabon, mais il y a des gens partout en Afrique et dans le monde qui souhaitaient te connaître. Qui est Espérance Gaba? Alors, dans un premier temps, je voulais d'abord remercier cette grande chaîne panafricaine internationale qui a bien voulu m'inviter ce soir pour que je puisse essayer d'expliquer qui je suis. Je m'appelle Espérance Gaba, artiste, chanteuse, interprète gabonaise. Je suis, comme on dit, une artiste nationale et internationale. Pourquoi internationale? Parce que j'ai quand même participé à certains concours au niveau de l'international et que j'ai reçu déjà un prix. Donc je me considère quand même un peu internationale. Voilà. Donc je suis une mère au foyer, je travaille, une grande famille. Voilà, je travaille dans une société, ça fait 27 ans. Je pense que... Comment tu concilies les deux? Ben, quand on aime la chose, on le fait. J'ai des heures pour le travail, il y a des heures. Par exemple, on travaille jusqu'à 16h. À 17h, je peux me concentrer sur la musique. Et surtout que ce n'est pas tous les jours. Je m'entraîne les mercredis et les samedis. Donc j'ai tout le temps. Le juste milieu. Voilà. Espérance, on va revenir sur les clips qu'on a vus. Le premier, c'est Festidam. Est-ce que tu peux nous expliquer tour à tour le sens des clips? Le premier, Festidam. Ouais. Festidam, c'est juste
une chanson que j'ai composée parce qu'il y avait une sœur journaliste qu'on appelle Marie-Colombe Gonjo, qui avait instauré une cérémonie chaque année qui s'appelait Festival. Et elle m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose dans ce sens. Et j'ai composé la chanson. Dans la première partie de la chanson, ce sont des petites éloges sur la cérémonie. D'accord. Et je parle du rassemblement de tous les talents. Ça veut dire pas seulement les chanteuses. Vous avez des artistes peintres, vous avez des artistes, des coiffeuses, etc., etc. Donc, dans la deuxième partie, j'ai quand même touché un petit problème qu'aujourd'hui on constate un tout petit peu. Voilà pourquoi les gens aiment beaucoup la chanson. J'ai constaté qu'aujourd'hui, les jeunes filles ne préparent plus. Quand elles ont un petit ami, ils font pas la cuisine, voilà. Quand ils ont un petit ami, ils préfèrent aller prendre, c'est plus simple, aller prendre un poisson à la braise, ce qu'ils appellent vulgairement les Nike, les poulets à la braise. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, et j'ai rencontré un jeune rappeur, que je tiens le nom par discrétion, et qui m'avait parlé de ça justement, qu'elle s'est séparée de sa petite amie à cause de ça, parce que quand il donnait un tout petit peu d'argent pour la popote, la petite n'arrivait pas à faire de la cuisine, et pourtant il y avait tout à la maison. Elle préférait aller prendre un poisson ou bien des brochettes et tout. Alors quand il m'a dit ça, ça m'a interpellée. Et c'est la même chose que je vivais avec les danseuses que j'avais à l'époque. Mais moi, en tant que mère d'enfant, je disais à ces filles de préparer un tout petit peu à tour de rôle quand on avait une prestation. Donc c'est vraiment un souci. C'était un souci, vraiment un vrai souci aujourd'hui, de voir ces jeunes filles qui se préparent plus ou moins au mariage et ne pas connaître faire la musique. Voilà. Faire la cuisine. Et faire la cuisine, voilà. Pas la musique, excusez-moi. Et j'ai essayé de dénoncer ça, de véhiculer, mais dans la blague. De faire prendre conscience. De faire prendre conscience. De manière ludique, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça. Et ingratitude. Ingratitude, comme le mot l'indique. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers au Gabon, je parle du Gabon parce que c'est chez moi, j'ai remarqué, j'ai vu, il y a des personnes qui sont venues me voir pour chanter là-dessus. Il y a des jeunes qui commencent avec zéro, avec une fille sur le banc de l'école qui supporte tout avec le monsieur. Mais dès que la personne a les moyens, c'est fini. Il délaisse la personne. Il laisse tomber. Même si la personne faisait son petit ménage à côté, mais au moins, elle apportait quelque chose au foyer. Mais cette personne ne voit plus ça, préfère aller prendre d'autres... À son niveau. Voilà, à son niveau. Et moi, je trouve ça méchant, en fait. Donc, c'est ce que j'ai dénoncé dans l'ingratitude. Et c'est l'ingratitude dans le sens large. Hein. Il y a beaucoup de... Oui, est-ce que ces clips-là ont aidé un tant soit peu à une mutation sociale? Est-ce que ça fait changer un peu les habitudes? Oh là, maintenant, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas... je suis pas dans tous les foyers. En fait, je chante. J'espère quand même qu'il y a certaines personnes qui ont écouté et qui peut-être, qui sait. Qui sont réceptifs. C'est comme un prêtre quand il fait son homélie à l'église. Il ne peut pas savoir qui en sortant, qui va se convertir. Les mutations sociales. Voilà, mais je pense quand même que ça oui, ça a quand même l'impact. Voilà. D'accord. Et maintenant, dons divins. Dons divins. Les dons divins, là aussi, j'interpelle aussi certaines personnes. Par exemple, moi-même, j'ai un don que Dieu m'a donné. Je chante. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres dons. Mais j'ai remarqué que
quelqu'un d'autre peut avoir un don, mais il préfère laisser le don que Dieu l'a donné pour vouloir faire, parce que celui-là, peut-être celui que je fais, on me voit à la télé, on me voit danser, on m'applaudit. Tu peux avoir un autre don qui n'est pas peut-être applaudi, ou bien, mais qui est, comment on appelle ça, qui est très important pour la société. Il faut le développer. Et j'interpelle aussi, parce que dans les dons divins, par exemple, je dis, on parle par exemple aux membres de la sécurité. On dit à la sécurité que vous êtes là, c'est pour veiller au bien de certaines personnes, mais pas, comme on dit, pas frapper, pas faire du mal, pas pour la répression seulement. Voilà, pas la répression seulement, mais parce que de nos jours, là, il ne faut pas se voiler la face, de nos jours, des fois même quand on voit une bagarre de rue, hein, on peut apercevoir par exemple des gens de la société, des forces de l'ordre, bon, pas forcément. Même si vous êtes là pour garder, faire la sécurité d'un local, mais il y a quand même une femme qui se fait tabasser devant vous, vous pouvez quand même aller pour séparer, pour éviter que l'homme est toujours plus fort, qu'il porte vraiment, va jusqu'à tuer la dame qui est plus faible. Voilà. C'est dans ce sens-là en fait. La solidarité, voilà, vous invitez à la solidarité. Maintenant, le dernier clip, la dernière vidéo, New Ruby. J'espère que je prononce bien. Oui, New Ruby, vous prononcez très bien, monsieur Courant, ne vous inquiétez pas. New Ruby, c'est aussi un truc qui mine la société aujourd'hui. New Ruby, ça veut dire le mauvais sang, ça dit que la malchance. Quelqu'un qui fait ses études tranquillement, qui termine, qui a des moyens, qui se met à aider toute sa famille. Et aujourd'hui, quand tu as de l'argent, quand tu aides toute la famille, ça veut dire que tu fais partie des sectes ésotériques qui demandent à donner le sang. Mais excusez-moi de vous expliquer ça comme ça. Oui. Et c'est une histoire qui mine la société. Aujourd'hui, je vous parle du Gabon. Les familles sont divisées à cause de cette histoire. Même sans des preuves. Il suffit seulement d'avoir des moyens. Donc, même si aujourd'hui, vous ouvrez une société, vous devenez multimilliardaire, en tout cas, on va dire toujours que si vous êtes comme ça, c'est par rapport à ça. On est dans des structures obscures. Voilà. Donc, je dénonce ça, je dis, ce n'est pas normal parce que les familles se séparent aujourd'hui. On ne peut pas... Voilà. Donc... j'essaye parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé là-dessus. Moi-même, j'avais déjà l'idée de le faire, mais il y a certaines personnes qui m'ont interpellé pour pouvoir essayer de chanter là-dessus, sur ce sujet. Et c'est à cause de ça que j'ai composé New Ruby. Parlant de musique tout à l'heure, tu as évoqué les dons divins. Ouais. C'est un thème traité dans un clip. Alors, il y a une question. Comment es-tu arrivé à la musique? On devient musicien ou bien c'est par le don? C'est par le don. On ne devient pas musicien? Parce que en fait, chez nous, quand on est, tu peux porter le nom de ton père, comme je porte un Gaba. Mais derrière un Gaba, il y a toujours un nom qu'on t'attribue, soit le grand-père, la grand-mère, une tante et tout et consort. Alors, moi, je porte le nom de la mère, la maman, ma grand-mère maternelle, disons. Donc, elle s'appelait Ambibi, je m'appelle Ambibi, même si ce n'est pas dans le papier. Mais cette Ambibi-là était une griotte. Elle chantait. Et comme chez nous, on dit, quand on attribue un nom comme ça, le plus souvent, ça se transmet comme ça. Comme elle chantait, et moi, je crois que j'ai pris ça de lui. Et de l'autre côté de mon père lui-même, il chantait. Voilà. Donc, c'est depuis, je peux vous dire l'âge de... Parce que maman m'a expliqué... Là, c'est un caractère héréditaire. Voilà, héréditaire. Je peux vous assurer que c'est depuis l'âge de à peu près 5-6 ans. Parce que quand je sortais sur scène, vous savez, au village, il y a toujours des petites danses traditionnelles qui se font la nuit, voilà. Et que je dansais, et il y a des vieux
et des vieilles qui venaient souvent me donner de la bénédiction avec des peaux de bêtes. Donc ça a commencé depuis là. Quand je suis arrivée maintenant au primaire, j'ai commencé. Explique un peu les peaux de bêtes. Qu'est-ce que c'est? Disons les bêtes comme la panthère, comme la civette, comme il y a beaucoup de ça symbolise quoi? Oui, ça symbolise en fait. C'est comme une bénédiction qu'on donne à la personne. Et particulièrement, mon père était... bon, ça c'est à l'époque, je dis bien, je précise bien que c'est à l'époque, c'est un chasseur d'éléphants. Aujourd'hui, les éléphants sont défendus, on a défendu, et ça là, ça ne se fait plus. Mais à l'époque, c'était un chasseur d'éléphants. Mais lui, quand il allait à la chasse de l'éléphant, il tuait l'éléphant, c'est pour, comment on appelle ça, nourrir la famille, non seulement la famille, les villages. Parce que quand il constatait que... C'était pas le braconnage. Non, c'était pas le braconnage. Lui, il pouvait tuer un éléphant sur 3 ans. Ah. Et comme à l'époque, quand ils vont pour recueillir la chair de l'éléphant, ou d'épaisser et tout, ils mettaient sur des... Voilà, ils faisaient sécher, fumer et garder même jusqu'à 3 ans. Un éléphant. Un éléphant. Donc, ils faisaient toujours venir les 2 villages qui étaient les voisins au village de mon papa. Voilà. Quel village? Hein? Quel village? Le village de mon papa s'appelait Flafla. Et le village Alanga et le village Opungu venaient toujours pour prendre... Parmi tes trophées, il y avait des peaux de bêtes, mais est-ce qu'il y avait aussi des ivoires? Oui, à l'époque, oui, à l'époque. Et il m'a fait danser avec ces ivoires à l'époque pour me donner la bénédiction. Voilà, c'est pour ça dans certains de mes chants, je chante les chansons de l'éléphant. Il faudrait qu'on fasse une précision géographique. Si tu dis Flafla, c'est à quelle distance de Kondia? Flafla est à 35 km de Kondia. Voilà. Pour qu'on puisse se situer géographiquement. 30 km de Kondia. Parce que les 5 km après, c'est Opungu. C'est ma mère. Voilà. En fait, ce sont les mêmes personnes. Même quand on parle du village Alanga, le village Opungu, plus Flafla, c'est les mêmes personnes. On les appelait les gens d'Ongouangobu. Mais papa, lui, il aimait toujours être un peu retiré. Les autres aussi, avec les mariages un peu mixtes là, se sont retrouvés du côté d'Alanga et d'autres sont restés à Opungu. On va passer à toute autre chose. Hein. Depuis 15 ans, vous vous rendez chaque année, on va continuer à se tutoyer, au service de gériatrie de l'hôpital de Mélène. Depuis 15 ans. On va regarder ce reportage qu'on a fait lors du dernier lundi Pentecôte, il y a quelques jours. Tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le 3e jour est ressuscité et mort. À la vie éternelle. Amen. Les prêtres, les diacres et leurs collaborateurs, que l'Esprit Saint les accompagne dans leur mission. Citez l'Esprit. Que l'Esprit de sagesse descende sur eux pour une société plus juste et équitable. Merci. Jamais, jamais. Alors bien sûr, nous sommes dans la solennité de la Pentecôte, célébrée par tous les chrétiens dans le monde, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint, non seulement sur les apôtres, mais sur tous les croyants et sur tous les hommes de bonne volonté. Et j'ai développé l'homélie
sur le fait que, contrairement à ce que disent certains, l'Esprit Saint, il est donné à tous les hommes. Il était donné à toute cette assemblée aujourd'hui, depuis les plus anciens que nous sommes venus visiter, le personnel soignant, administratif du service de gériatrie, et puis tous les bénévoles qui viennent leur accorder une visite. C'est extrêmement important que chaque personne dans la société, quelle que soit son histoire, son état passé, présent et son avenir, soit prise en compte, soit respectée. Toute personne est créée à l'image de Dieu, reçoit son esprit et doit être prise en compte. J'ai instauré une journée de l'espérance. Chaque lundi de Pentecôte, je suis là. Je viens me recueillir auprès de ces personnes âgées que j'aime beaucoup. Voilà. Donc chaque année, je le fais. Nous devons marquer d'une pierre blanche le passage des journées d'espérance pour les générations futures. C'est un projet, donc on a en gros 5 ans pour le réaliser. C'est un projet. Et vraiment, on mettra les moyens pour les 5 prochaines années pour qu'on marque la présence physique des journées de l'espérance. Et nous prions Dieu de telle sorte que nous puissions nous étendre ailleurs. Parce qu'on a commencé, mais le besoin se fait sentir aussi chez d'autres personnes de la société. Nous devons soutenir les démunis parce qu'on ressent ça comme un sacerdoce. Soutenir les plus faibles, soutenir ceux qui sont dans le besoin. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête de la joie. Nous avons vu ce que vous avez fait. Donc, comme je l'ai dit, tous les lundis Pentecôte, depuis 15 ans, vous allez à Mélène. C'est par quoi? C'est par philanthropie, générosité du cœur, ou parce que vous êtes catholique, chrétienne? Qu'est-ce qui vous motive? Bon, c'est un problème de cœur, un problème de chrétienté. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis... j'avais à peine 15 ans, déjà. Un oncle était abandonné des siens. Et j'ai commencé avec lui, à s'occuper de lui. Et en le faisant, j'ai eu vraiment cette... comment on appelle ça? Cet amour de la personne âgée. Sincèrement, parce que même partout où je passe, quand je vois... je vais même vous donner un petit exemple rapidement, même en France. J'ai vu une personne qui maltraitait une personne âgée. J'ai failli avoir des problèmes à cause de ça parce que j'ai dû intervenir. C'est quelque chose que j'ai depuis, comme je vous l'ai dit, et en entrant dans la musique, en commençant la musique, quand je dis commencer la musique sur scène, devant tout le monde. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai demandé au Seigneur de m'orienter. Et quand il m'a orienté vers une personne âgée rwandaise. La personne là était abandonnée parce que sa femme était déjà décédée. Il était seul. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, avec les enfants qui m'entouraient, qui sont avec moi à Saint-André, qui m'ont dit non, maman, il faut qu'on trouve une structure où on peut aller chaque année. J'ai dit exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et on nous a parlé du service de gériatrie de Mélène. Et comme ça, on a pris une décision en 2005. Après une prestation, j'ai pris mon cachet, j'ai acheté des dons et nous sommes partis. Et au fur et à mesure, 1, 2, 3 ans après, on a instauré, ce que vous avez vu la dernière fois, la messe, parce que j'ai vu qu'il fallait qu'on apporte aussi Jésus à ces gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à la messe. Et c'est devenu maintenant une institution, voilà. Une habitude. Et voilà, aujourd'hui, on a 15 ans. Et à quand la structure de manière formelle, de manière officielle, avec des statuts, avec un règlement, etc. Oui, c'est vrai, c'est en cours. Bon, je peux vous dire qu'à l'époque
quand j'ai commencé cette démarche, je ne voulais même pas qu'il y ait de télé. Ah, d'accord. Parce qu'on a fait, je crois, 3 à 4 éditions sans télévision. Et c'est un prêtre, que Dieu ait son âme, le Père Gabriel, il n'est plus de ce monde, qui m'a dit non, Espérance, il faut que tu médiatises parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le service de gériatrie. Et peut-être que à travers ça, d'autres personnes vont venir les aider. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a commencé à médiatiser, c'est là où... Vous recevez des soutiens extérieurs. Voilà. Bon, le soutien extérieur, on n'a pas encore... je peux dire qu'on n'a pas encore eu, puisque l'ONG n'est pas encore... pas bien... C'est pas encore... voilà, c'est pas encore structuré. Officielle. Voilà. Mais c'est en cours. C'est en cours. Ils sont déjà en train de faire les textes. Ok, bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, Espérance, c'est la 13e... la 15e année que vous allez à Mélène pour le lundi de Pentecôte. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé de venir s'allier à vous? Mais je pense aussi que par rapport à la Belle TV, c'est l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui ont envie de faire, d'aider ces personnes-là abandonnées, qui ont besoin de chaleur humaine, qui ont besoin de soins. Est-ce que ça s'est passé différemment? Est-ce que d'autres personnes viennent vous rencontrer pour continuer l'œuvre que vous avez commencée? Bon, pour le moment, à ma connaissance, non. Mais j'ai été saisie par ceux qui ont fait, je crois, la 10e ou la 9e édition. Je ne me trouvais pas sur le territoire gabonais. Je m'occupais de ma santé au niveau de la France. Ce qui veut dire qu'il y a une relève. Vous avez pensé à la relève. Oui. Ah oui. Pour la relève, les enfants sont déjà dans la chose, quoi. Et les jeunes qui sont avec moi depuis que j'ai commencé l'ONG, ils sont toujours là, par exemple. Et mes propres enfants s'impliquent maintenant. D'accord. Voilà. Donc, je pense que même si je ne suis plus de ce monde, je suis sûre et certaine que ça va continuer. Mais il n'y a pas que dans cet hôpital que vous faites des démarches, des dons, non? Oui, je pense qu'à la 7e édition, on a été saisi par une personne qu'il y avait une souffrance du côté de la maison du Sisiba. Et après cette 7e édition, nous sommes allés pour voir et vraiment on a assisté à quelque chose qui n'a pas de nom. Donc, qui souffrait à Sisiba? C'est une maison de la culture que le président Bongo voulait. Voilà. Et là, on a des gens qui n'ont pas d'habitation, qui squattent, comme on dit, des squatteurs. Voilà. Ils sont là-bas, abandonnés. Des sans domicile. Voilà. En fait, quand je parle de ça, ça me... Oui. C'est émouvant. Mais nous sommes allés quand même pendant 1 an, je crois, tous les 2 ans, tous les 2 mois plutôt. Je récoltais un tout petit peu des denrées alimentaires. C'est dommage, voilà pourquoi j'ai accepté qu'il y ait des textes maintenant pour cette affaire, parce que quand on va demander des dons quelque part, il faut quand même... Voilà. Les gens ne suivent, c'est pas tout le monde qui suit la télé pour voir un peu. Mais certaines personnes le savent que je le fais, mais ils m'ont demandé qu'il faut avoir quand même un papier pour pouvoir demander ce genre de... Donc, ça se fait. Voilà, ça se fait dans d'autres structures. Cette année, on voulait bien aller à la maison Saint-Jean. Saint-Jean, derrière les béatitudes. Mais on n'a pas pu à cause de... Les moyens que j'ai réunis ne m'ont pas permis d'aller jusque-là. Espérance Nkaba, merci. Merci d'avoir pris de votre temps, de ton temps pour venir nous parler de toi et surtout faire découvrir aux téléspectateurs gabonais et africains et de par le monde, surtout pour des aspects de vous que les gens ignoraient. Je pense que ce que vous faites, c'est extrêmement noble, il faut continuer. De toute façon, la Belle TV sera une tribune pour vous.
chaque fois que vous voudrez venir ici exprimer quelque chose, mais c'est votre maison. Merci beaucoup. Voilà. Et peut-être juste une dernière note, avant que vous ne partiez, on n'a pas parlé, vous êtes une très grande danseuse et cette émission, cette partie va se terminer par quelques séances où vous dansez. Voilà. Chers téléspectateurs, nous passons tout de suite à la troisième partie de notre émission. Espérance, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, je m'en fous. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es, je m'en fous. Même si de ta bouche ça sort comme ça sort, je m'en fous. Je sais très bien que tu es grand, je m'en fous. David Legoussa, Célestin Biga. Ah mon fils Jupiter, à toi le micro. L'originalité, c'est que Soulé et Innocente vont présenter le même thème, la malbouffe. Qui commence? Soulé. Soulé. Ah, d'accord. Ok. Alors, vivre sain, se nourrir bio, est-ce que c'est un luxe? Certains chercheurs vous répondent tout de suite non. Au contraire, c'est la malbouffe qui coûte cher. Elle coûte cher. À partir déjà des caisses, des grandes surfaces, quand on évalue le coût de la malbouffe, il y a de quoi se retourner. Petite observation. Le kilo de pommes de terre, 600 ou 1000 francs. 600 ou 1000 francs. D'accord. 1 kilo. D'accord. Le kilo de chips, c'est 6, 8, peut-être même 10 000. Et au niveau nutritif, c'est de moins bonne qualité. Très salé. Voilà. Trop salé. Trop salé. Pas bon pour la santé. Ouais. Vous prenez une pizza, pour quelques centimes d'ingrédients, voilà une pizza, on va demander au consommateur de payer 5 000, 6 000. 6 000 à 5 000 à 10 000, Alors, ça dépend de... Et pourtant, très peu de produits frais, la pizza. Très peu d'éléments nutritifs. Il en est de même. Alors là, le gros morceau qu'on sert partout, parfois à notre insu, c'est le sucre. Donc on mange mal et on paye cher. Mais le coût de la malbouffe ne s'évalue pas au niveau des caisses. C'est également, il faut prendre conscience du coût occasionné par les maladies que ces produits. Exactement. Et des maladies redoutables. De nouvelles maladies. Oui, des maladies redoutables. Le diabète. Le diabète, l'obésité. L'obésité, les surcharges pondérales, même le cancer. Les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires. On comprend qu'il faut faire beaucoup attention. Les pouvoirs publics doivent interpeller les uns et les autres. Et le mois de carême vient d'être clôturé, de passer. Mais je vois que là, les chefs religieux ne font pas attention à cette question de malbouffe. Comment exhorter les uns et les autres, notamment ceux qui ont les moyens, à faire des cadeaux de kilogrammes de sucre, de dattes, des fruits, des dattes très sucrées, trop sucrées. C'est l'emploi, c'est une tradition, mais c'est l'emploi qui en effet qui est dangereux. C'est une tradition que de donner du sucre, du lait. Du sucre, du lait, des dattes. À la fin, pour la rupture. Il y a du sucre là, il y a du sucre. C'est l'emploi qui en effet qui est dangereux. Quand le repas, les verres sont pleins de sucre, attention. De soda. Attention. Et il faut faire attention, il ne faut pas exhorter à faire des cadeaux qui deviennent un peu comme des poisons. Non, j'attends que tu me donnes la parole. Voilà, tu peux réagir.
Par rapport au sucre, je crois qu'on est dans une situation douloureusement ironique. Quand au Suriname, Candide rencontre le nègre. Oui, Candide rencontre le nègre et on nous dit c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Oui. Ce qui veut dire que pendant des siècles, des millions de Noirs ont souffert pour une substance qui donne des maladies. Oui. C'est douloureusement... Quand on se rend compte, on se dit mais tiens. C'est ça. Voilà. Et ce sucre-là, on sait que le cancer se nourrit de sucre. Oui. Toutes les maladies se nourrissent de sucre. À commencer par les caries. Bien. Et le problème de la mauvaise alimentation, le problème de la malbouffe, c'est vraiment un sujet, un réel problème de santé publique. Je pense qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école à manger. On leur apprend à manger, on leur dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il y a l'année de Pentecôte, l'évêque qui a dit la messe au pèlerinage au Sénégal, il a axé... Le pèlerinage de Popenguine. Oui, de Popenguine, il a axé son homélie, son discours sur la mauvaise alimentation. Je pense que c'était plus compliqué, c'est compliqué à ce stade-là de donner vraiment les substances. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de substances chimiques, industrielles, qui sont fabriquées pour rendre malade dans la mesure où ceux qui les fabriquent ne les consomment pas. Exact. Mais ils les font consommer par les autres. Oui. C'est très compliqué. Et maintenant, il y a de mauvaises habitudes alimentaires, de nouvelles façons de manger qui n'ont rien à voir avec le plat originel. Quand on pense au bouillon de cube, les bouillons de cube n'étaient pas là sur le plan traditionnel. Le bouillon de cube, à l'origine, il a été fabriqué avec du poisson. Maintenant, puisqu'il y a beaucoup de demandes, ce n'est plus à l'arrière des maisons, dans des jarres. Maintenant, c'est dans les usines avec des technologies sophistiquées en rapport avec l'industrie alimentaire. Alors, ça devient maintenant toxique. Les huiles qu'on utilise, l'huile de palme, on dit beaucoup de mal de l'huile de palme, mais l'huile de palme n'est pas un problème. Le problème, c'est la sédentarité. On a mangé de l'huile de palme, il y a la vitamine A. On a mangé de l'huile de palme, il y a beaucoup de sels minéraux, d'accord? Mais cette huile de palme, il ne faut pas la manger. Justement, en Afrique, les plats qu'on mange aujourd'hui, on les avait mangés avant. Mais quand on les mangeait avant, on était dans les champs, on bougeait. Aujourd'hui, on les mange. Oui. Et quand on ne bouge pas, mais l'huile de palme va obstruer les vaisseaux sanguins, c'est clair. Ce n'est pas la nourriture traditionnelle qui est mauvaise pour la santé, c'est plutôt notre sédentarité qui nous rend malades. Oui. Maintenant, ce qui est très dangereux, c'est tout ce qui est produit industriel. Exact. C'est très très dangereux. Dans certains restaurants, les fast-food là, j'ai entendu dire la fois où j'ai entendu dire boisson à volonté, j'étais horrifiée. Ça veut dire aux jeunes gens, tuez-vous. Consommer du sucre. Consommer du sucre. Parce que c'est ces boissons-là, quel que soit le goût, c'est de l'eau, du sucre et de la chimie. Il n'y a aucune valeur nutritive. C'est aligné comme ça, des sortes de robinets, on appuie et on prend du jus à volonté. On revient comme on voilà. Et pour aller vers les solutions, effectivement... Je voudrais une réaction d'Alain. Ben, je crois que le constat est amer. Vous savez que la plupart des maladies dont nous souffrons proviennent de ce que nous mangeons. Et la malbouffe, on se demande bien, si nous continuons encore d'être en vie, on va simplement dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle, comme on dit. Parce qu'en réalité, au quotidien, effectivement, on mange mal. On mange très mal. On est même arrivé à quelquefois se dire, peut-être qu'à un moment donné, en termes de boisson, il sera simplement conseillé de prendre de l'eau. De l'eau. Oui. Il faudra que cette eau-là également soit... Oui, que ce soit une eau potable. Oui. Dans certains pays... Et que ce soit même l'eau plate. De l'eau plate. Les boissons Parce qu'apparemment, l'eau glacée aussi doit avoir des inconvénients. Oui, les boissons sucrées sont interdites dans certaines écoles. À l'île Maurice, dans certains établissements, tu ne vends pas de ces boissons.
Et tout peut passer, on peut arriver aux solutions en passant par la formation. Formation relayée par les chefs religieux, par les professeurs, par les parents, les instituteurs. Oui, parce qu'il y a un goût, par exemple, qui n'est pas suffisamment enseigné. C'est le goût amer. Le goût amer, c'est un goût. Et c'est un goût qui procure son plaisir. On peut penser ce qu'on veut. Amer, pimenté, acidulé, voilà. Mais il faut commencer aussi, il faut commencer aussi par apprendre aux enfants et à ceux qui ne sont plus des enfants que la santé est dans l'assiette. Voilà, et c'est ce que certaines études ont montré. Il paraît que les femmes universitaires sont épargnées. Elles savent ce qu'il faut mettre dans les assiettes. Beaucoup de femmes, en tout cas, ces études ont montré que les femmes universitaires savent, elles sont informées. Quand elles sont instruites. Oui, l'étude, c'est les femmes universitaires. Voilà. Et il y a aussi une autre étude qui montre que quand on simplifie la sobriété heureuse, quand on simplifie la composition alimentaire, on s'en sort mieux. Finalement, plus on simplifie, mieux ça vaut. Mieux ça vaut. Pour notre santé. Voilà, pour la santé. Et donc, il faut revenir à cette pratique traditionnelle dans les sociétés africaines. Préparer sans les cubes. Sans les cubes, sans les additifs comme ça, cuisiner sans les cubes. Sans ces compléments alimentaires. Cuisiner sans les cubes. L'industriel n'est pas toujours... les produits industriels ne sont pas toujours mauvais. Par exemple, le problème des insuffisances dans le corps de l'iode, ça a été réglé par l'industrie grâce au sel iodé. Mais il faut choisir parmi tout ce que nous proposent les grandes surfaces. Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il ne faut plus aller dans les grandes surfaces? Ou bien chercher dans ce que nous proposent les grandes surfaces ce qui n'est pas toxique. Faire attention à ce qu'on achète. S'il n'y a plus de demande, il n'y aura plus de fabrication. Et réapprendre à faire la cuisine. Moi, je suis né, j'ai grandi dans une famille où il y a une maman qui savait préparer. C'était extraordinaire, de bons repas. Et justement, sans tous ces cubes, et je le disais sur ce plateau-là. Et aujourd'hui, je connais encore des familles. C'est un privilège qu'on accorde aux femmes dans les foyers. Faire la cuisine. Faire la cuisine, c'est bon pour le moral. C'est très bon pour le moral. Et il faut vraiment apprendre aux enfants à faire la cuisine. Pas simplement aux femmes, aux hommes aussi. Aux hommes aussi. Bon, je disais que Alain, dis-lui qu'il faut protéger les hommes. Voilà. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission avec tous nos invités, Espérance Ngaba, Alain, Georges Bana-Soubek, et les chroniques traitées de manière commune. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Juste vous rappeler que nos émissions sont diffusées le vendredi à 21h et rediffusées le dimanche à 10h toutes les semaines. Au revoir et à bientôt.